Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Donc, la semaine dernière, nous avons vu comment la belle image de la Chine idéalisée des jésuites commence à se fissurer de tous les côtés à partir du milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire autour de l'an 1750. Et comment l'Europe est passée d'une sinomania prédominante à une sinophobia, si on peut dire, sous l'effet d'une multiplicité de facteurs. Alors, autant les Voltaire et les Leibniz avaient admiré la morale de Confucius, qu'ils considéraient comme un philosophe, tout comme eux, sans aucun sentiment de supériorité ou de suprématie, autant Montesquieu et d'autres penseurs politiques dénonçaient le caractère despotique de l'empire sino-manchu, qui était leur contemporain. Ainsi, nous avons vu qu'au mythe de la Chine philosophique s'est substitué celui du despotisme oriental. Je vous rappelle au passage que pour une approche démythifiante, une approche historique de cette période de transition entre la dynastie chinoise des Ming et la dynastie manchoue des Qing, vous avez bien sûr ici même dans cette institution donc les travaux et les cours du professeur Pierre-Étienne Ville. Alors, toujours est-il que cette caractérisation de despotisme va sceller définitivement le rejet de la Chine en Europe, surtout évidemment après la Révolution française. Alors, à cela, c'est-à-dire donc à cette critique d'ordre politique, s'ajoute une vision différente de la Chine, qui est essentiellement d'origine anglaise. Il y a d'abord la vision de l'Enlightenment anglais et écossais qui reprend en grande partie les positions critiques de Montesquieu sur le despotisme chinois et qui formule, c'est bien connu, les thèses de ce qu'il sera ensuite convenu d'appeler de manière générique le libéralisme. Donc là, en fait, nous voyons se dessiner le clivage donc, entre une Europe qui pense de plus en plus selon donc, les thèses et les valeurs donc, du libéralisme, qui est évidemment encore d'actualité aujourd'hui, et de l'autre, donc, cette Chine qui est qualifiée donc de despotique. Alors, une autre source critique, là aussi d'origine anglaise, est la vision réaliste rapportée par les navigateurs et les négociants britanniques qui donc bien sûr sont au contact de la Chine, mais on pourrait dire pas de la même Chine que les jésuites. Alors que les jésuites ne fréquentent guère que les élites lettrées, surtout depuis qu'ils ont eu accès donc au milieu impérial à Pékin, les Anglais, eux, ont affaire plutôt au milieu du commerce et donc en grande partie au petit peuple. Alors, en partie
du fait de et ça c'est encore un autre facteur, donc en partie du fait de la colonisation britannique en Inde, qui commence elle aussi au milieu du XVIIIe siècle, le centre de l'attention européenne commence à se déplacer de la Chine vers l'Inde, qui devient à son tour donc une source de nouveaux fantasmes, notamment pour le romantisme allemand et sa quête des origines. En somme, comme nous l'avons résumé la dernière fois, la Chine ne fait plus rêver une Europe qui, au cours des quelques décennies entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe, là ça se joue vraiment sur quelques décennies, cette Europe qui a profondément changé, et c'est un euphémisme, puisque, là je rappelle évidemment des faits extrêmement bien connus, la France est passée donc par une révolution politique qui l'a menée d'une monarchie d'Ancien Régime à un régime républicain et qui s'active à diffuser l'idéologie nouvelle dans toute l'Europe et même dans le Nouveau Monde. Vous avez à côté de la France donc l'Angleterre qui, elle, est passée par la révolution industrielle qui lui permet donc, à partir déjà de la fin du XVIIIe, de s'imposer comme une sorte de superpuissance sur les océans et qui se lance donc déjà dans l'expansion coloniale. Alors, quant aux Allemands, ils cherchent à enraciner une identité européenne dans des origines qu'ils vont chercher dans la Grèce antique et par-delà dans l'Inde immémoriale. Alors, sur le plan intellectuel, l'un des domaines qui va contribuer le plus puissamment à cerner et à affirmer l'identité puis la suprématie européenne est la philosophie. Alors, autant la Chine était au centre du dispositif argumentaire de ceux qui, comme Voltaire, s'employaient à contester l'universalité de la religion chrétienne et partant de l'Europe définie en termes religieux, autant la Chine se trouve rejetée hors de l'Europe, redéfinie dans des termes nouveaux, c'est-à-dire non plus en termes de religion, mais en termes de raison. La raison qui devient l'objet d'une discipline professionnelle nouvelle, à savoir la philosophie, telle qu'elle est enseignée dans un cadre institutionnel, lui aussi nouveau, et qui lui est exclusivement consacré, ce cadre étant donc les facultés de philosophie au sein des universités européennes. Alors, la semaine dernière, j'ai tout juste eu le temps de finir en vous signalant l'anthologie de Marc Crépon, intitulée L'Orient au miroir de la philosophie, ainsi que l'article d'Anne-Lise Dick, paru dans le numéro 27, daté de 2005, de la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident. Alors, je signale à votre attention donc cette revue qui est éditée par les presses universitaires de Vincennes et qui est une revue thématique, c'est-à-dire que chaque numéro tourne autour d'un thème ou autour d'une question, à partir donc d'un point de vue extrême-oriental, mais toujours avec une perspective comparatiste. Et alors donc ce numéro 27 était consacré à la question qui va nous occuper largement aujourd'hui, à savoir, y a-t-il une philosophie chinoise ?
Alors, c'est un numéro que j'ai eu l'occasion de coordonner avec des contributions de collègues tout autant français que européens et chinois sur cette question envisagée sous divers angles. Alors, philosophique, bien sûr, mais aussi historique et anthropologique. Alors, dans le cadre de ce numéro, Annelies Dick, dans une perspective beaucoup plus nettement historienne que Marc Crépon, se demande comment on a pu passer donc en quelques décennies de l'engouement caractéristique d'un Leibniz ou d'un Voltaire pour ce qu'ils appelaient la philosophie de la Chine à un rejet de cette même Chine hors du champ philosophique par ceux qui étaient devenus entre-temps, c'est-à-dire pendant ces quelques décennies, des professeurs, c'est-à-dire donc des professionnels de la philosophie au singulier. Alors, le premier prototype, si j'ose dire, de ces professeurs de philosophie qui vient à l'esprit est évidemment Immanuel Kant, qui donc a vécu de 1724 à 1804. Kant, dont je rappelais l'année dernière qu'il était devenu une référence majeure pour la modernité intellectuelle chinoise, et plus spécifiquement pour des philosophes chinois contemporains comme Mo Zhongshan et Li Zihou, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Alors, dans un texte daté de 1785, Kant note que le discours dominant sur la Chine, le discours européen sur la Chine, a changé par rapport aux descriptions trop élogieuses, dit-il, des missionnaires catholiques. Donc, Kant a bien noté donc, ce changement de ton. Et dès 1756, comme nous l'avons vu l'année dernière, dans le cadre de son cours de Königsberg sur la géographie physique, Kant traite de l'Asie et, comme nous l'avons vu, déclare que Confucius n'avait aucune notion de philosophie morale. Et il dit ceci, leur maître, le maître des Chinois, Confucius, n'enseigne rien dans ses écrits, hors une doctrine morale destinée aux princes. Et il conclut, de manière évidemment quelque peu péremptoire, le concept de vertu et de moralité n'a jamais pénétré dans la tête des Chinois. Donc là, nous avons un jugement on ne peut plus clair de ce professeur de philosophie, donc le premier en son genre, qu'est Kant. Donc, alors qu'il s'agissait pour les philosophes des Lumières de voir dans la Chine un argument puissant, un argument de taille dans leur combat contre l'emprise de la religion, le nouveau genre des histoires de la philosophie qui prolifèrent en Allemagne, puis en France au tout début du XIXe siècle, ces histoires de la philosophie qui sont destinées donc aux professionnels de la philosophie, c'est-à-dire à la fois donc aux professeurs. Ces histoires de la philosophie sont en général rédigées par des professeurs, à l'attention donc des étudiants des universités. Donc c'est ce nouveau genre tend au contraire à délimiter le territoire de la philosophie comme proprement européen, en rejetant dans un dehors non philosophique tout ce qui ne relève pas de l'héritage, alors non plus chrétien, mais grec. Alors, le domaine propre à la philosophie se trouve défini d'abord dans le milieu
universitaires allemands. On peut commencer par citer, c'est ce que fait Annelies Dick, Wilhelm Gottlieb Tennemann, qui a vécu entre 1761 et 1819. Wilhelm Gottlieb Tennemann, qui est auteur d'une Geschichte der Philosophie, c'est-à-dire donc d'une histoire de la philosophie, parue en un certain nombre de volumes, c'est quelque chose d'assez monumental, et qui est d'ailleurs resté inachevé, paru à Leipzig entre 1798 et 1810. Donc une histoire de la philosophie qui a connu en France une large diffusion lorsque Victor Cousin, dont il sera question un peu plus loin, en donne une traduction en 1829 sous le titre « Manuel de l'histoire de la philosophie ». Donc il s'agit bien de quelque chose qui est présenté comme un manuel. Et c'est donc dans la traduction de Victor Cousin que je donne donc maintenant les citations suivantes de Tennemann. Tennemann nous dit ceci: « En vertu de sa raison, l'homme aspire à une science des principes derniers et des lois dernières de la nature et de la liberté, ainsi que de leurs rapports réciproques. » Donc là, nous avons une définition du champ philosophique, d'abord comme une science. Alors Tennemann poursuit ainsi: « D'abord, l'homme ne fait qu'obéir à un besoin aveugle, sans se rendre compte suffisamment de ce mouvement instinctif de sa raison. Insensiblement, ce mouvement devient plus réfléchi et se règle sur les progrès de la raison qui apprend de jour en jour à mieux se connaître. Ce mouvement réfléchi est ce que nous appelons la philosophie. » Fin de citation. Alors donc, nous voyons donc se profiler donc dans cette nouvelle définition deux critères qui associent l'apparition de la philosophie à la Grèce et qui justifient l'idée d'un déclin oriental. Alors, le premier critère est la liberté politique. Et on reconnaît ici un effet donc du mythe du despotisme oriental. Tennemann nous dit ceci: « La philosophie n'a pris son essor que dans les pays, dans les siècles, où a régné une vraie et sage liberté, parce que, dans de tels pays et de tels siècles seulement, l'esprit humain a pu acquérir la conscience de ses propres forces, entrer en possession de ses plus nobles prérogatives. Cette grande et belle condition se réalisa pour la première fois dans les heureuses contrées de la Grèce. » Donc, nous voyons donc qu'au mythe naissant de l'agora et de la démocratie grecque athénienne vient s'opposer donc à la fois le système indien des castes et le régime despotique de l'Empire chinois. Donc ce régime despotique dont l'Empire chinois est une illustration en vogue déjà depuis le milieu du XVIIIe siècle. Alors nous assistons ici à un véritable processus d'invention de la Grèce comme origine de l'Europe, défini notamment par la valorisation donc de la philosophie et de la démocratie, par rapport auquel la Chine devient donc un contre-exemple. Je ne sais pas si vous avez, comme moi, pu voir cette
émission télévisée récente diffusée par la chaîne Arte sur donc le Parthénon. Ce qui m'a frappé dans cette émission, c'est que on nous dit que le Parthénon est resté dans un abandon total pendant toute la période du Moyen Âge. Et si j'ose dire, le comble de ce processus de dégradation est atteint au moment où il y a une explosion donc, à l'intérieur du Parthénon. Le Parthénon explose en 1000 morceaux donc en 1687. Alors ce qui m'amuse, c'est que 1687, c'est la date de la parution donc, du Confucius Sinarum Philosophus, mais enfin c'est juste un hasard. Parce que, alors pourquoi cette explosion? Parce que l'Empire ottoman, donc, qui dominait en Grèce à l'époque, en avait fait un dépôt de munitions du Parthénon. Bon. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que ça n'est qu'au début du XIXe siècle, comme par hasard, que les Anglais et les Français commencent à s'y intéresser et entreprennent de relever le Parthénon de ses ruines et de le reconstituer, morceau par morceau, comme symbole de la démocratie athénienne. Tout ça pour dire que on voudrait maintenant justement enfin, nous faire croire que la Grèce a été de tout temps l'origine de l'Europe. Là, nous voyons qu'il s'agit d'une invention relativement récente, puisqu'elle date au fond du début du XIXe siècle. Alors, le second critère de ce rejet de l'Orient est l'élaboration donc d'un discours rationnel qui soit capable de s'affranchir du religieux. Alors, on entend par religieux aussi bien la révélation ou ce qu'on appelle les superstitions, et un discours rationnel qui soit capable de se construire de manière réfléchie. Alors, Tennemann dit par exemple de ce qu'il appelle les peuples orientaux, je cite, « Toute leur sagesse porte encore le caractère d'une révélation divine représentée par l'imagination sous 1000 formes diverses. L'esprit de ces peuples revêtit des couleurs de l'imagination les croyances de la raison et un certain nombre d'opinions spéculatives plus ou moins arbitrairement conçues afin de se les rendre plus claires, mais sans revenir en arrière, sans se demander compte des procédés de la raison et de son principe. Les idées sur Dieu, le monde et l'humanité, qu'on ne peut contester à ces peuples, n'ont été chez eux l'ouvrage réfléchi d'aucune philosophie. » En d'autres termes, donc fin de la citation, donc en d'autres termes, l'exercice philosophique est associé à une réflexivité. Nous retrouvons cette qualification d'exercice réfléchi, donc une réflexivité qui est déclarée absente des sagesses orientales. Alors, c'est précisément ce que reprend à son compte le contemporain français de Tennemann, Joseph-Marie de Gérando, qui peut s'écrire soit en un seul mot, soit en deux. Alors évidemment, ça fait plus chic de l'écrire en deux mots, puisqu'on a la particule, qui a vécu de 1772 à 1842. Donc, Joseph-Marie de Gérando, membre de l'Institut de France, qui publie en 1804 une histoire comparée des systèmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines. Alors, cet ouvrage doit servir de manuel pour les étudiants de philosophie de la faculté de lettres de Paris, et elle propose, je cite, un parallèle raisonné des diverses doctrines philosophiques. Donc là, nous avons un petit effort comparatiste de diverses doctrines philosophiques. Alors, il est intéressant de noter
que cet ouvrage sera traduit en allemand par Tennemann. Donc on voit ainsi comment le magistère philosophique européen se constitue donc par ces contacts étroits et ces échanges permanents entre l'Allemagne et la France au début du XIXe siècle. Alors, De Gérandeau nous dit ceci: il y a donc eu un commencement de philosophie dès qu'il y a eu un commencement de réflexion. Donc là, on ne peut pas être plus clair, la philosophie est associée donc à l'apparition donc d'une pensée réflexive. Autrement dit, il ne suffit pas de penser pour philosopher, encore faut-il donc exercer donc cette pensée réflexive. Et De Gérandeau donc accompagne cette définition de la philosophie comme réflexion par cette définition. Je cite: l'acception vague et indéfinie que le nom de philosophie a reçue en France pendant le cours du dernier siècle, c'est-à-dire pendant le XVIIIe siècle. Donc là, De Gérandeau fait allusion justement à nos Voltaire ou Diderot. Alors, l'emploi qui en a été fait pour désigner en général une certaine manière de voir, de traiter un sujet quelconque, l'abus même qui en a été fait trop souvent pour indiquer certains systèmes particuliers, commande, avant de faire usage de cette dénomination, donc de philosophie, de déterminer avec soin le sens qu'on lui attache. Nous prévenons donc, une fois pour toutes, que nous lui rendons dans cet ouvrage, c'est-à-dire dans son histoire comparée des systèmes de philosophie, donc dans cet ouvrage, sa valeur naturelle. Qu'en parlant de la philosophie, nous la considérons comme une science. Donc là, nous retrouvons la même définition que chez Tennemann. Donc une science comme la science du vrai, du bon et du beau, comme la science qui renferme les principes communs de tous les autres. Fin de citation. Donc, dans sa Geschichte der Philosophie, son histoire de la philosophie, Tennemann consacrait à peu près une quinzaine de lignes à la Chine. Point trop n'en faut, surtout. Bon. Donc une quinzaine de lignes, donc vous voyez, disons 3000 ans de pensée donc compactée en 15 lignes, qui reproduisent la Vulgate tirée des écrits des missionnaires jésuites, à savoir donc le taoïsme et le bouddhisme sont des superstitions, ou au mieux ce qu'il appelle des dogmes religieux, auxquels sont mêlés quelques, comme il dit, des opinions philosophiques. Et alors, quant à Confucius, on nous dit qu'il rassembla les traditions de l'un et de l'autre, c'est-à-dire du taoïsme et du bouddhisme, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, perfectionna les lois et donna de bonnes maximes de morale. Point. Alors voilà à quoi se résument donc les opinions philosophiques de la Chine, selon Tennemann. Alors, de toute évidence, Tennemann se croit obligé de faire mention de la Chine, donc dans son histoire de la philosophie, pour ne pas rompre complètement avec la tradition des Lumières qui l'a précédée. Mais, c'est le moins qu'on puisse dire, il réduit cette mention à son strict minimum et la place dans la catégorie de ce qu'il appelle les dogmes religieux. Alors, c'est une façon très évidente d'écarter la Chine de la catégorie philosophie. Alors, nous avons là un aspect important du retournement de la sinophilie à la sinophobie, c'est-à-dire que alors que la Chine apparaissait aux lumières européennes du XVIIIe siècle comme l'illustration d'une civilisation très ancienne qui avait accompli le remarquable exploit de se passer de la religion pour mettre en place
une société gouvernée par la moralité et par la civilité, et ce, grâce à l'enseignement du philosophe Confucius. Donc, contrairement à ça, l'Europe du début du XIXe siècle renverse totalement la perspective, puisque la Chine est maintenant reléguée dans la catégorie de la religion, et même du fait de son antiquité, de la religion primitive. Alors, la catégorie de religion contre laquelle se construit la catégorie spécifiquement et bientôt exclusivement européenne de philosophie. Alors, tous ces éléments, mis en place d'abord en Allemagne, puis peu de temps après, comme on l'a vu en France, se retrouvent dans les conceptions du philosophe par excellence qui domine la philosophie européenne de la première moitié du XIXe siècle. J'ai nommé Georg Wilhelm Friedrich Hegel, donc, qui a vécu entre 1770 et 1831. Alors, Hegel commence à s'intéresser à l'Orient, c'est-à-dire au-delà de l'Orient classique, de la Perse et de l'Égypte. Donc, il ne commence à s'intéresser donc à, disons, l'Orient un peu plus lointain que sur le tard. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Donc, il commence à s'y intéresser dans la toute dernière décennie de sa vie, c'est-à-dire, en gros, entre 1820 et 1830, au moment où il professe à l'université de Berlin des cours sur la philosophie de l'histoire et de la religion, qui l'amènent, sans doute par esprit de système, à regarder du côté de l'Inde et de la Chine. Alors, vous avez à ce sujet donc un ouvrage qui fait remarquablement la synthèse sur cette question, à savoir donc l'ouvrage de Michel Hulin, donc éminent indianiste qu'on ne présente plus, qui s'intitule donc Hegel et l'Orient, et qui est paru chez Vrin en 1979. Alors, les cours donc professés par Hegel dans cette dernière décennie, donc à Berlin, n'ont pas été publiés de son vivant et n'ont pu être reconstitués tant bien que mal qu'à partir de notes prises par différents auditeurs et dans des années différentes. Donc là, vous avez en fait simplement un cours qui est à l'état de notes. Donc ça se présente un petit peu en désordre, sous le titre donc de Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Alors, il existe une édition française dans la traduction de Gibelin, intitulée donc Leçons sur l'histoire de la philosophie et reproduite en poche en 2 volumes dans la collection Folio aux éditions Gallimard. Alors, dans le volume 2 de ces Leçons sur l'histoire de la philosophie se trouve une section consacrée à la philosophie orientale. Donc, vous avez une section intitulée La philosophie orientale, avec 2 sous-sections, 1, les Chinois, 2, les Hindous. Donc, cette philosophie orientale qui est caractérisée par Hegel dans les termes suivants. Je cite, « Le contenu de la pensée orientale est d'une tenue plutôt religieuse, c'est-à-dire trouble et obscure. » Fin de citation. Un peu plus loin. Ce que nous appelons en Orient philosophie est en général bien plutôt la conception religieuse de cet Orient, une conception religieuse du monde qu'on est très près de prendre pour de la philosophie. Autrement dit, là, ne confondons pas donc les torchons et les serviettes. Alors, Hegel continue ainsi, la philosophie orientale est une philosophie religieuse, une représentation religieuse en général
Et il faut donner la raison pour laquelle on est amené facilement à prendre cette représentation pour de la philosophie. Autrement dit, là, ce que Hegel est en train de dire, c'est que ce qui est passé pour de la philosophie indienne ou chinoise au XVIIIe siècle, ça n'est pas de la vraie philosophie. En réalité, c'est de la religion. Donc ce rejet de la pensée orientale du côté des religions est l'occasion pour Hegel d'affirmer par contraste les spécificités de l'identité grecque et germanique de la philosophie. Alors il dit ceci, toujours dans cette section, la raison de cette différence. Alors il est en train de parler donc de la différence entre la religion orientale, enfin disons de la différence de la religion orientale qu'il ne faut pas confondre avec de la philosophie. Donc la raison de cette différence, c'est que le principe de liberté et d'individualité se manifeste davantage dans toutes les autres religions, notamment dans le principe grec, davantage encore dans le principe germanique. Donc là, vous avez une filiation qui est établie, on ne peut plus clairement. Par conséquent, poursuit Hegel, les représentations religieuses y ont aussitôt un caractère plus individuel et apparaissent davantage sous forme de personnes. Et un peu plus loin, Hegel continue, en Orient, le rapport capital est donc le suivant, que la substance une, alors là nous avons du Hegel pur jus, hein. Donc je reprends. Le rapport capital est donc le suivant, que la substance une est comme telle le vrai et que l'individu en soi est sans valeur et n'a pour lui rien à gagner en tant qu'il maintient sa position contre ce qui est en soi et pour soi. Il ne peut avoir, au contraire, de valeur véritable qu'en se confondant avec cette substance, d'où il résulte que celle-ci cesse d'exister pour le sujet et que le sujet cesse lui-même d'être une conscience et qu'il s'évanouit dans l'inconscient. C'est là le rapport fondamental dans les religions orientales, tandis que dans le principe grec et germanique, le sujet se sait libre. L'individu existe pour soi et doit se conserver dans cet état d'être pour soi. Fin de citation. Ouf. Il ne faudrait cependant pas se contenter de cette, évidemment, ce rejet de l'Orient qui pourrait paraître un tantinet caricatural. Après tout, il ne faudrait pas oublier que Hegel est tout de même un vrai et un grand philosophe. Alors, dans le courant de la décennie où il s'intéresse à l'Orient, c'est-à-dire donc entre 1820 et 1830, on observe même une évolution de ses conceptions sur le sujet. Alors, je vous réfère à ce propos à un article de notre collègue de l'École des hautes études en sciences sociales, Joël Thoraval, que j'ai eu déjà l'occasion de mentionner ici, dans le volume collectif que je vous signalais la semaine dernière, dirigé par Michel Cartier, et qui s'intitule « La Chine entre amour et haine », c'est-à-dire donc il s'agit d'un volume collectif qui s'attache aussi à cette question donc du passage de la sinophilie à la sinophobie. Et dans cet article, Joël Thoraval nous montre comment la Chine se déplace, ou plutôt est déplacée comme un pion, au gré des reconfigurations hegeliennes du tableau des religions du monde. Alors, au départ, en 1821, Hegel est dans le prolongement de la phénoménologie de l'esprit
et il se contente de reprendre la notion héritée des Lumières de religion chinoise comme religion naturelle, fondée sur ce qu'il appelle une intuition de Dieu sans distinction. Et alors, en fin de parcours, c'est-à-dire 10 ans plus tard, en 1831, Hegel distingue 3 grandes religions asiatiques qui sont qualifiées globalement de panthéistes et qui correspondent aux 3 moments hegeliens de la division de la conscience en soi. Alors, dans ce schéma tripartite, Hegel place la religion chinoise comme le premier des 3 moments, c'est-à-dire donc le moment le plus primitif. La religion hindouiste est placée en second et le bouddhisme arrive en 3e position. Donc on pourrait dire que au cours de cette décennie, la religion chinoise a été, si j'ose dire, promue par Hegel du stade de ce qu'il appelle la Zauberei, donc la magie primitive, qu'il place juste au-dessus de celle des Esquimaux. Donc la religion chinoise, en 10 ans, a été promue donc, de ce stade de la Zauberei à celui de la Religion des Masses, c'est-à-dire donc de la religion de la mesure. Alors, on notera au passage qu'en tant que religion de l'être en soi, le bouddhisme d'origine indienne représente le statut ultime, le stade ultime plus exactement, des religions d'Extrême-Orient. Donc là, la hiérarchie Chine-Inde est clairement indiquée et reflète bien donc ce passage de la sinomania à l'indomania qui, comme on l'a vu, a marqué donc le XIXe siècle européen, notamment allemand. Et on sait d'ailleurs que Hegel s'est intéressé de très près, jusqu'à la fin de sa vie, aux bulletins provenant de l'Asiatic Society, fondé à Calcutta par les Britanniques dès 1784, dont je parlais la semaine dernière. Alors, autant ces Britanniques ont été pionniers dans l'établissement des études sanskritistes, du fait tout simplement de leur colonisation de l'Inde dès le XVIIIe siècle, autant c'est la France qui peut s'enorgueillir d'avoir été la première nation européenne à constituer les études sinologiques, c'est-à-dire donc non pas sur l'Inde mais sur la Chine, en un domaine scientifique à part entière. Et c'est là que la boucle est bouclée, nous revenons donc à l'institution où nous sommes ici même aujourd'hui. Donc la France inaugure donc ces études sinologiques avec la création en 1814 au Collège de France, qui s'appelle alors le Collège royal de France. Nous sommes au tout début du règne de Louis XVIII. Donc la création d'une chaire de langue et littérature chinoise et tartare mandchou, attribuée à Jean-Pierre Abel Rémusat, qui a vécu entre 1788 et 1832. Donc là, vous voyez que c'est un contemporain exact de Hegel. Alors, peu de temps après, la France continue, donc en 1822, avec la création de la Société asiatique, probablement donc un pendant de l'Asiatic Society des Britanniques en Inde, la Société asiatique, qui édite le Journal asiatique, toujours en cours actuellement, et en 1843, et créé une chaire de chinois à l'École nationale des langues orientales vivantes, qui avait été établie donc sous la Convention en 1795 et qui est l'actuel INALCO, c'est-à-dire donc l'Institut national des langues et civilisations orientales, là aussi toujours parfaitement en activité. Donc,
Dans l'Europe du XIXe siècle, en pleine expansion industrielle et coloniale, on voit apparaître de manière concomitante, d'une part, la philosophie comme discipline professionnelle et institutionnalisée dans le cadre universitaire, et d'autre part, la sinologie comme science dévolue à un savoir spécialisé sur une Chine désormais exclue de la philosophie. Donc, tout se passe comme si la Chine, donc, en étant exclue de la philosophie, devient donc l'objet d'étude d'une discipline à part, d'une discipline orientaliste, à savoir donc la sinologie. Alors, en France, en particulier, philosophie et sinologie connaissent des destins institutionnels remarquablement parallèles. Alors, parallèle, ça veut dire que ça se développe en même temps, sans forcément qu'il y ait des contacts. Alors là, il se trouve qu'il y en a des contacts, mais on va voir comment ça se passe exactement. Par exemple, en 1814, tandis que Abel Rémusat inaugure sa chaire donc, au Collège de France, Victor Cousin, disciple français de Hegel et de ce fait fondateur de la philosophie universitaire française, enseigne à l'école normale et va bientôt entrer donc à la Sorbonne. Il va bientôt occuper une chaire à la Sorbonne. Donc, un espace propre à la connaissance de la Chine est organisé donc dans l'exercice institutionnel du savoir dont la discipline philosophique doit rendre compte. Alors, c'est tout à fait manifeste chez Joseph-Marie de Gérandeau, qui, comme on l'a vu, dans son histoire des systèmes comparés de philosophie, donc rejette la Chine avec l'Orient dans cette histoire en 1804, mais de manière très intéressante fait une réédition de cette même histoire en 1822 où il réintègre la Chine. Donc probablement à la faveur justement des travaux récents donc d'Abel Rémusat, qui du haut de sa chaire donc du Collège de France donc impose aux philosophes de revoir leur position. De la même façon, Victor Cousin, dans la seconde leçon qu'il prononce le 24 avril 1828 dans sa chaire de la Sorbonne, pose justement la fameuse question « Y a-t-il eu ou n'y a-t-il pas eu de philosophie dans l'Orient ?» Alors là, c'est justement la question que nous avons malicieusement reprise dans notre numéro d'Extrême-Orient et Extrême-Occident. C'est une question d'ailleurs qui n'est toujours pas résolue. Alors, la rhétorique de la réponse de Victor Cousin reprend pour partie celle de Tennemann ou de Gérandeau, mais s'inscrit surtout largement dans la ligne des thèses professées sur l'Orient par Hegel, son grand maître, qu'il a eu le bonheur insigne de rencontrer lors de ses 3 voyages en Allemagne en 1817, 1818 et 1824. Donc Hegel, dont il devient donc le diffuseur, si j'ose dire, officiel et inconditionnel en France. Et c'est tout à fait amusant donc d'entrer un petit peu dans le détail justement de cette relation franco-germanique justement incarnée par Hegel et Cousin, puisque c'est en 1826, sur l'invitation de Victor Cousin, que le grand Hegel vient à Paris. Et c'est à cette occasion qu'il fait la connaissance d'Abel Rémusat.
Alors Hegel, qui est quelqu'un de sérieux, comme on sait, assiste à une conférence de d'Abel Rémusat à l'Institut et lit attentivement donc les publications d'Abel Rémusat, et il prête une attention très particulière à un mémoire présenté donc à l'Institut par Abel Rémusat en 1820, qui s'intitule « Mémoire sur la vie et les opinions de Lao Tzu ». Alors Lao Tzu, actuellement donc transcrit en transcription pinyin, donc L-A-O-Z-I, Lao Tzu. Bon. Donc Mémoire sur la vie et les opinions de Lao Tzu, philosophe chinois du VIe siècle avant notre ère. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui, mais en tout cas, cette rencontre de Hegel de 1826 à Paris avec Abel Rémusat semble avoir eu un effet important sur la représentation hegelienne des religions chinoises, puisque déjà dans son cours de 1827, c'est-à-dire dès son retour à Berlin, Hegel se réfère explicitement à l'autorité d'Abel Rémusat, qu'il présente comme le meilleur connaisseur de l'Orient. Comme quoi, ça sert à quelque chose d'avoir une chaire au Collège de France. Donc, que ce soit justifié ou non. Alors, ce qui modifie radicalement la conception de Hegel est l'inversion des hiérarchies qu'opèrent pour la première fois en Europe les pionniers français de la sinologie laïque dans la présentation de ce que les Chinois appelaient à l'époque donc les trois enseignements, c'est-à-dire les Sanjiao. Sanjiao, c'est-à-dire donc l'enseignement confucéen, Zhu en chinois, l'enseignement bouddhique que les jésuites appelaient Shi, d'après donc la transcription de Sakyamuni, Shakyamuni, bon, ou bien qu'on connaît plus volontiers au XIXe siècle européen sous la dénomination de Fo. Fo, c'est la transcription du Bouddha, donc en chinois. Et le troisième enseignement étant celui donc des taoïstes ou Tao. Alors, l'interprétation missionnaire des jésuites accordait donc un primat à la foi chrétienne. Et ensuite, nous avons vu que ce primat accordé en philosophie à la foi chrétienne a été bien sûr rejeté au nom donc justement du combat contre l'obscurantisme religieux. Et donc ce combat contre l'obscurantisme religieux avait globalement condamné le taoïsme et le bouddhisme comme d'horribles superstitions et érigé du coup l'enseignement confucéen en morale rationnelle, compatible, selon les jésuites, avec le dogme chrétien, et de toute façon, seul digne d'attention en théologie comme en philosophie. Donc là, vous avez ce schéma donc, introduit par les missionnaires, notamment les jésuites, qui se trouve totalement inversé. En effet, dans sa leçon inaugurale au Collège royal de France, le 16 janvier 1815, Abel Rémusat rend un hommage poli aux travaux des jésuites, tout en se démarquant très nettement par rapport à eux. Et Rémusat et à sa suite Stanislas Julien, son successeur au Collège de France, puis Guillaume Pottier, donc tous ces pionniers de la sinologie française laïque, vont consacrer
leurs efforts de philologues et d'exégètes à la présentation des canons taoïstes et bouddhiques pour tenter de leur faire valoir un statut philosophique. Alors, leur attention se porte plus particulièrement justement sur certains textes taoïstes, puisque le taoïsme est isolé pour sa spécificité chinoise dans la mesure où les textes chinois bouddhiques servent essentiellement donc une compréhension dérivée du bouddhisme que la découverte du sanskrit a identifié comme originellement indien. Donc, une fois qu'on a renversé donc le schéma des jésuites, c'est-à-dire qu'on a placé l'enseignement confucéen tout en bas, et qu'on estime que le bouddhisme, c'est plutôt du côté indien, qu'est-ce qui reste, enfin de spécifiquement chinois, c'est le taoïsme. Alors, je suis obligée de m'arrêter ici, mais nous allons voir ce que ça va devenir justement dans l'interprétation de Hegel, qui est assez surprenante, comme nous allons le voir la semaine prochaine, qui sera donc, à mon grand dam, donc notre dernière séance de travail ensemble, pour cette année du moins. Merci de votre attention. Merci.